Bonjour Christian, nous voilà Bonjour Sylvie. ensemble pour une interview. Le sujet c'est la parole des aînés. Donc aujourd'hui Christian, vous n'êtes plus dans la gestion quotidienne d'une ville, mais dans un autre temps, celui Oui. du souvenir et de la transmission. Comment vous vivez ce passage, cette transition donc d'un temps de l'action à celui du recul? Alors j'ai le sentiment d'être toujours dans le temps de l'action. Une autre action. J'étais maire de l'Escar. Rien dans ma vie ne me préparait à être maire de l'Escar. Ça s'est fait un peu, on en reparlera peut-être, Oui, comme ça. Et j'ai décidé de mettre ça à mes fonctions pour plein de raisons. Deux, parce que je pense qu'être maire n'est pas un métier, c'est une fonction, qu'il faut du recul pour l'exercer, qu'on fait ça tout le temps, on n'a plus de recul. Donc j'ai décidé de mettre ça. J'avais prévenu d'ailleurs que je ferais 2 mandats, pas plus. Mais je suis parti dans autre chose. J'ai d'autres aventures. J'ai jamais vu de psychiatre dans ma vie, mais si j'en avais vu un, je crois qu'il m'aurait dit que j'étais hyperactif. Voilà. Donc je ne sais pas rester sans rien faire. Il faut que je fasse des choses et ce qui est important pour moi, c'est de me sentir utile. Il faut que je me sente utile. donc pour commencer, replongeons-nous dans vos origines. D'où venez-vous, Christian Lane, et quelles images vous reviennent de l'enfance? Alors, je viens du ventre de ma mère, qui était mi-corse, donc attention, il ne faut pas me chercher, j'ai un côté corse, mi-corse, mi-normande. Elle a rencontré mon père à Cherbourg, là-bas, dans le tout nord de la France, nord-ouest de la France. Et je suis né en 1947, de parents de milieu modeste. Mon père était ouvrier à l'Arsenal de Cherbourg et ma mère était caissière chez un notaire. Et donc mon père, tout en travaillant, a fait des études de droit. Il a passé sa capacité en droit et il est également, lui, parti travailler chez un notaire. Il a terminé sa vie comme principal clerc de notaire. Et j'ai le souvenir d'une enfance heureuse, pas heureuse avec les critères d'aujourd'hui. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de tout ça, mais j'ai le souvenir que je faisais avec 4 roues, je ne sais pas trouver où, une planche de bois, une espèce de voiture avec les copains, on descendait les côtes de la commune, quoi. Donc j'ai ce souvenir d'une enfance heureuse, une enfance sans problème majeur, pas une enfance riche, mais l'enfance d'un enfant aimé, comme les parents aimaient à cette époque-là, c'est-à-dire avec des exigences quand même. C'est pas le même amour qu'aujourd'hui. L'adolescence est souvent le temps des premières ouvertures. Mhm. On quitte le cadre familial, on croise d'autres horizons, d'autres idées. Christian, quels ont été pour vous ces moments décisifs, ces lectures ou ces rencontres qui ont orienté votre regard sur le monde? Alors ça a toujours été des rencontres. J'ai fait quelques rencontres dans ma vie qui ont été déterminantes pour moi. C'est pas automatiquement au moment de l'adolescence que j'ai fait les rencontres qui pour moi ont été les plus marquantes. Par contre, des gamins, je m'occupais des autres gamins de mon quartier. On organisait des balades, des sorties. J'étais moniteur de colonie de vacances à 16 ans alors qu'il fallait avoir 18 ans. Donc des gamins étaient engagés. J'étais au patronage du coin, j'étais dans les colonies de vacances, j'étais au Cœur Vaillant, voilà. Et j'étais, ce qui a changé après, plutôt un bon élève à l'école. Je travaillais bien. Et mes parents m'ont raconté toujours qu'en maternelle, donc c'était il y a bien longtemps, je ne m'en souviens pas moi, il y avait en maternelle un prix d'honneur et un prix d'excellence. Et on avait la même note, une petite jeune fille qui avait, je ne sais pas, 6 ans à l'époque, et moi. Et donc, de manière galante, j'avais dit, ben, je te donne le prix d'excellence, je ne garderai que le prix d'honneur. Donc vous voyez, à cette époque-là, j'avais déjà envie de faire plaisir, peut-être. De la jeunesse à la vie active, il y a les hasards, les décisions, parfois les bifurcations. Comment s'est dessiné votre parcours professionnel et à quel moment la vocation publique ou l'envie d'agir pour la collectivité s'est vraiment imposée? Alors, passé mon bac, je ne savais pas trop quoi faire. Et mon père, qui avait fait du droit, m'a dit, bah, tu feras du droit. Donc, je me suis inscrit pour faire du droit.
Et pour gagner un peu de sous, je travaillais le soir c'était le jeudi à l'époque, dans un centre social. Et au bout d'un certain temps, la directrice du centre social me dit: «Mais Christian, qu'est-ce que vous faites dans le droit? Il faut que vous fassiez votre métier de ce que vous faites actuellement dans ce centre social». Je dis: «Pourquoi on peut en vivre de ça?» Elle me dit: «Oui». Et c'est donc elle qui m'a inscrit dans un centre de formation qui venait de s'ouvrir à Paris, qui s'appelle le Centre de culture ouvrière, et qui lançait une formation professionnelle de travailleurs sociaux. Elle m'a inscrit, je suis passé faire 3 jours de sélection, et à la fin, le directeur de cet établissement m'a dit: «Écoute, ta candidature nous plaît bien, mais tu as à peine 19 ans, dans ta promotion, tu as des gars qui ont 36 ans, qui sont syndicalistes et chez Sochaux, donc tu es un peu gamin, dégage-toi de tes obligations militaires et après on te prendra». Et je me suis dégagé de mes obligations militaires en 3 mois. Et je suis revenu le dire en disant: «Tenez votre parole». Il m'a dit: «D'accord, on t'a sorti par la porte et rentré par la fenêtre, ça nous plaît, on te prend». Et je suis rentré en formation, et cet homme dont je vous parle fait partie des gens qui ont marqué ma vie. Il m'a fait confiance, et à plein de moments de ma vie, je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré il n'y a pas moins de 10 jours, où il est un très vieux monsieur à 97 ans. Et j'étais le voir à Nice, où il vit à la retraite avec sa femme, et c'est quelqu'un avec qui j'ai pu garder des contacts. D'ailleurs, on ne peut pas ne pas garder des contacts avec des gens qui ont été déterminants pour votre histoire, c'est évident. Derrière l'élu, il y a l'homme, les amitiés fidèles, les liens d'affectifs qui soutiennent et parfois bousculent. Christian, comment avez-vous trouvé l'équilibre entre votre engagement public et votre vie personnelle? Alors, les deux ont souvent été mélangés. Autrement dit, j'ai un tempérament qui consiste à ne pas faire les choses à moitié. Je le fais dans mes engagements techniques, dans mes engagements professionnels, militants, je le fais également dans ma vie privée. Autrement dit, j'ai des amis depuis toujours, des amitiés fortes. C'est pas automatiquement des gens que je vais voir tous les jours, mais c'est des gens avec qui ont marqué mon histoire et qui restent dans ma vie. Ma culture, mon éthique s'est construite par des rencontres, par des échanges, quelquefois toniques, mais c'est comme ça que l'on avance. Et j'ai quelques amis qui ont marqué ma vie. Mon meilleur ami est maintenant décédé, mais c'est lui qui m'a aidé à grandir professionnellement, mais également au niveau du regard sur l'humain. Il était psychiatre et psychanalyste. Il avait donc un regard sur les comportements humains. Il était très pédagogue et il m'expliquait les comportements humains. Et c'était quelque chose qui était très important pour moi, qui m'a servi toute ma vie. Et je lui rends grâce de quelque chose, comme psychanalyste, jamais il ne m'a psychanalysé. Voilà, c'était mon ami, on avait une relation d'amitié. Donc une vie, ce n'est pas qu'un parcours linéaire, elle est aussi faite de tempêtes, de doutes, de reconstruction. Christian, quelles ont été pour vous ces périodes difficiles et comment vous les avez dépassées? Alors pour être honnête, la vie m'a plutôt préservé. Je n'ai pas eu dans ma vie des énormes douleurs. J'en ai eu comme tout le monde, mais mes parents sont morts, ma mère avait un peu plus de 60 ans, mon père a 95 ans. J'ai pas eu de grands problèmes avec ma fille, puisque j'ai qu'une seule fille, ou avec mon épouse. On dit, il y a des problèmes du quotidien. Quand on travaille, on a des déceptions, on a des enthousiasmes, c'est la vie, ça. Mais j'ai pas eu, Dieu merci, et j'espère que ça continuera, de grands bouleversements. Ma vie a été plutôt linéaire. Il y a eu des hauts, des bas, mais il n'y a pas eu des choses exceptionnelles comme ça. Mais à côté du travail et des responsabilités, il y a eu aussi les respirations, ces moments de passion, de nature, de rencontre, où on retrouve son souffle. Quelles sont pour vous ces activités ou ces plaisirs simples ou profonds qui vous ont accompagné tout au long d'une vie? Alors je dis toujours, j'ai un plaisir simple, boire du rosé avec des copains en refaisant le monde. Voilà. Donc j'aime bien ces moments où on se donne le temps, où on n'a rien à prouver et on discute. Que ce soit dans un petit groupe, que ce soit en deux ou à trois, j'aime beaucoup ces moments-là.
Et il y a quelque chose que j'ai adoré faire qui m'a marqué aussi. Quand je faisais mes études, j'ai fait un stage à Europe 1. Ce n'était pas le Europe 1 d'aujourd'hui, hein. C'était une radio novatrice. J'étais en stage avec un garçon qui s'appelait Michel Lancelot, qui animait une émission qui s'appelait Campus, dans laquelle il décryptait le monde. Ça me donnait un goût pour la rencontre des gens. Et les vieux palois sont sur la trompe-tête dans les années 82, après l'élection de Mitterrand, quand il y a eu la libération des ondes. J'étais voir André Labarrère, qui était tout jeune ministre, à Paris, en lui disant « Et si on crée une radio ?» Il n'y croyait pas. Il me dit bah, « Amuse-toi, d'accord ». Il nous a prêté des locaux avec Jean-Claude Labatte, avec André Magre, avec le père de Valérie Revel. On a créé Radio des Gaves. Et tous les soirs, avec mon ami Jacques Cabane, je faisais une émission qui s'appelait Les uns les autres. Je recevais quelqu'un et je parlais avec lui. Et ça a été des moments fabuleux. C'est là que j'ai appris que si je préparais une émission, je n'étais pas bon. Si je ne savais pas qui j'allais interviewer sans préparer, j'étais plus spontané. Et j'ai eu des jours formidables. Mon premier invité était le marchand de glace de la place Clémenceau, M. Mantécon. Mais j'ai reçu des ministres, j'ai reçu André Labarrère. On va fêter les 20 ans du décès d'André Labarrère. Et quand j'ai interviewé, que je lui ai dit, mais on a fêté la fête des mères l'autre jour, vous parlez beaucoup de votre maman, mais il n'y a pas d'autres femmes dans ma vie. Alors, il m'a parlé d'une Canadienne dont il avait été très amoureux, et c'est là qu'il m'a dit, mais mon amour, il va aussi il ne va pas que du côté des femmes. Voilà, quand on vit ça en direct, c'est quand même quelque chose, quoi. Voilà. Ouais. Ces moments de vérité-là ont été importants pour moi, et dans la vie, on joue tout le temps avec les autres. Hein. Quand on fait de la politique, on joue d'autant plus. Mais j'ai beaucoup de passion pour ces moments de vérité-là. C'est des moments forts, c'est des moments qui marquent, ce n'est pas des moments comme ça que l'on vit. Voilà. Et je garde ces moments en Radio des Gaves, c'était des moments très importants pour moi. En plusieurs décennies d'engagement, vous avez été témoin de profondes mutations dans le monde du travail, dans la société, dans la manière même de vivre le collectif. Comment avez-vous vu le monde changer ? Alors c'est une question difficile parce que le monde, il change tout doucement. On se retourne et on se dit, grand Dieu, mais où est-ce qu'on est, quoi. Moi, j'entendais mes parents parler en écoutant Radio Luxembourg quand j'étais gamin. On parlait de la guerre d'Algérie, on parlait de l'OAS. J'ai connu la guerre du Vietnam. Ça veut donc dire que le monde n'était pas beaucoup mieux avant. Il était peut-être plus facile à comprendre. C'était un monde où il n'y avait pas tous les outils de manipulation qu'il y a actuellement. Parce qu'Internet est un outil fabuleux, c'est exceptionnel. Mais j'ai l'habitude de dire, il y a 3 moments qui ont changé la communication entre les hommes. C'est lorsque l'on a inventé l'écriture, lorsque l'on a inventé l'imprimerie et lorsque l'on a inventé Internet. Ça a modifié, alors il y a la télévision par là et la radio, ça a modifié nos rapports entre les hommes et les femmes, bien sûr. Et je trouve qu'on est dans un monde actuellement qui est un monde, je ne sais pas trop où on va, parce qu'on n'a pas de recul sur ce qui se passe. Mais autrefois, on avait quand même pour parler politique, il y avait la droite et la gauche. Voilà. Je dis toujours, mais j'ai l'impression que je me trompe peut-être, je dis toujours, quand Macron ne sera plus président, le bloc centre va se décomposer et il y aura de nouveau les 2 grands blocs, droite et gauche. Ce n'est pas pour être dogmatique, c'est parce que les idées sont plutôt claires et lorsqu'on s'affronte, même avec un petit art, hein, pas un affrontement méchant, lorsqu'on s'affronte, on s'affronte sur des idées qui sont claires, qui sont précises. On a des concepts, on a des cultures différentes. Là, j'ai l'impression qu'on va un peu dans le mou. On va dans l'impalpable. Et on est dans ce monde-là où on a tellement d'informations, on a tellement de connexions qu'on a du mal à savoir où on est. Et si on n'a pas un esprit un peu fort, je crois que demain, on va rentrer dans un monde de manipulation où les esprits faibles vont être pris en main par des esprits forts. Donc ça va donner quoi en matière d'équilibre de vie, en matière démocratique, en matière de relations humaines?
Voilà. Sur le plan géopolitique, on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel actuellement. Mais en géopolitique, ça n'a jamais été exceptionnel. Vous savez, Kennedy et la baie des cochons, c'était pas rien quand même non plus. Hein. Donc, moi, je ne pense pas que les grands bouleversements ils soient au niveau géopolitique. Je crois que les grands bouleversements, ils sont dans les rapports entre les hommes et les femmes, des rapports qui sont des rapports où on va de moins en moins avoir son libre arbitre. Et ça, c'est une grande inquiétude pour moi. Parce qu'on se construit, on construit le monde par le partage, par le dialogue, par l'échange. Et là, on risque de rentrer dans un monde d'échanges manipulatoires, d'échanges manipulés. Et je ne sais pas où on va là, mais ça m'inquiète beaucoup. C'est un peu. Est-ce que, pour résumer un petit peu ce que vous avez dit, est-ce que c'est quand même. Il y a d'espoir ou pas? Oui, parce que la raison l'a toujours emporté. Quelquefois, après avoir fait des dégâts. Oui, il y a de l'espoir, parce que les sociologues disent que lorsqu'il y a une innovation, il y a toujours un effet pervers dans l'innovation, c'est-à-dire que ce qu'on n'est pas prévu qui arrive. C'est ce qui se passe actuellement. L'intelligence artificielle, c'est fabuleux. Ça va nous aider à sortir du cancer, etc. Mais ça va aussi nous mettre dans un monde dont on ne saura pas quelle est la vérité. Ou si ce monde est vrai, si ce monde est faux. Donc je pense que... Mais il faut s'adapter. Il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Je suis plutôt optimiste de nature, donc j'y crois. Mais quand même, ça m'inquiète un peu. Quand je vois ce qui se passe actuellement, je me dis, mais grand Dieu, quel monde, quoi. En évoquant tout ce chemin parcouru, Christian, vient naturellement la question de la transmission. Qu'avez-vous envie de confier aux plus jeunes, à vos enfants? Alors j'ai envie de leur dire, et c'est important pour moi, et c'est pas à la mode, j'ai envie de leur dire, faites confiance. D'abord, faites-vous confiance à vous, et faites confiance aux autres. Parce qu'à vivre dans un monde de parano, de méfiant, on ne vit pas. Donc, il faut parier sur l'autre, il faut parier sur l'intelligence, il faut d'abord parier sur soi. Et on crée un monde en faisant un pari sur les autres. Les vraies amitiés, elles se forgent parce qu'on a parié sur des gens. On a parié sur leur intelligence, sur leur ouverture d'esprit, sur leur honnêteté. Et c'est à mon avis toujours payant. C'est vrai qu'en référence à ce qu'on disait juste avant, c'est pas gagné. Mais je pense qu'il faut faire toujours le pari de l'intelligence, donc le pari de la confiance. Et après, chacun mène sa vie comme il veut, mais on ne vit que si on est engagé. Voilà. Et l'engagement, c'est quelque chose qui doit se faire de manière modeste. J'ai un peu de mal avec les engagés politiques qui vivent de ça. L'engagement, il est à tout niveau. Et il commence, l'engagement, en s'interrogeant sur soi-même, ce à quoi on croit. Autrement dit, la philosophie, la religion, les règles d'éthique, la culture sont pour moi des éléments qui aident à se forger, qui aident à se comprendre et qui aident à comprendre l'autre. Donc je dis au monde futur, je leur dis faites-vous confiance et posez-vous des questions, n'hésitez pas. Posez-vous des questions à vous et trouvez vos réponses à vous. Voilà. Donc ce voyage dans la mémoire, à travers vos expériences, vos engagements et vos convictions, on met en lumière une vie à la fois publique et intimement humaine. Christian, qu'est-ce que cet exercice vous a appris sur vous-même? Ça, c'est une sacrée question. Hein. Ouais. Elle m'a appris... Alors, je vais répondre à votre question par une autre. Un jour, on m'a dit, quelle est ta principale qualité? J'ai répondu, je suis tolérant. On m'a dit, quel est ton principal défaut? J'ai répondu, je suis intolérant. Voilà. Et ce n'est pas une contradiction. Ce que la vie m'a appris, c'est que si on n'est pas ouvert aux autres, si on n'est pas ouvert à soi-même déjà, on n'apprend rien. On devient rikiki, on devient rétréci. Mais la vie m'a appris en même temps qu'on ne peut pas tout accepter. Et qu'il y a des limites à mettre pour soi
et puis pour le monde dans lequel on vit. Et c'est cet équilibre permanent entre la tolérance et l'intolérance qui fait que j'essaye de trouver un équilibre de vie. Et mon équilibre de vie, c'est quoi? C'est le regard que j'ai sur moi-même. Voilà. Je ne me regarde pas dans la glace le matin en me rasant, parce que je ne me rase plus, mais je me dis, je ne me le pose pas comme ça, bien sûr, je me dis, est-ce que tu es fidèle à toi-même, à ce que tu es? Voilà. Et j'aime bien de temps en temps me prouver que je suis fidèle à moi-même. C'est pas toujours gagné, hein, pas toujours facile. Et surtout, on va dire, quel rêve ou projet vous accompagne encore aujourd'hui? Oh, j'ai toujours des rêves, moi. Ouais. Euh, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je préside une grosse fondation publique qui est sur toute la France et un petit peu à l'étranger, plusieurs centaines de salariés, etc. Et je préside aussi une toute petite association qu'on a lancée avec Christiane Mariette, qui est décédée maintenant il y a 2 ans. Il n'y avait rien, on a démarré. Aujourd'hui, on a un salarié à temps plein, voilà. Et autant j'ai été habitué dans ma vie professionnelle ou d'élu à avoir des gens qui travaillaient avec moi, même je pourrais dire, pardon de ne pas être modeste, travaillaient pour moi. Donc j'ai l'impression que je ne connaissais pas le monde, en fin de compte. Et aujourd'hui, avec cette petite association, elle est toute petite, donc je fais tout. Je découvre l'URSSAF, je découvre les tapés 1, tapés 2, tapés 3, posez votre question. Je découvre un monde dans lequel l'humain n'existe plus. Pour cette petite association, je vais à l'URSSAF. La porte est fermée. J'appuie, on me dit « Vous avez rendez-vous ?» Je dis « Non. » « Ah, on reçoit que sur rendez-vous. » Toujours à l'interphone, je dis « Donnez-moi un rendez-vous. » Il me dit « Ah non, non, pour prendre rendez-vous, vous scannez le QR code pour prendre rendez-vous. » Je dis « J'ai pas de téléphone. » Ah, dit la dame, demandez à un ami. Je dis « J'ai pas d'amis. » Ben voilà, on est dans un monde où c'est la technique, où c'est un robot qui vous demande si vous êtes un humain, quoi. Et ben, je découvre un peu ce monde-là aussi, le monde, la difficulté d'entreprendre. Moi, ça a été facile. Quand je suis arrivé à Pau en 73, tu étais des amis, tu avais des idées, des portes étaient ouvertes. Aujourd'hui, tu es des amis, tu as des idées, il faut rouler des mécaniques et rouler des coudes quoi, pour arriver. Et je trouve qu'on perd beaucoup à ce niveau-là. On a des gens qui se fatiguent, on a des énergies qui sont déçues. Et bon, voilà. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, pour dire comme Molière, j'aimerais bien mourir en scène. Je n'aimerais pas mourir en fumant ma pipe et en lisant un roman. J'aimerais mourir. D'ailleurs, je pense qu'un jour, ça s'arrêtera d'un seul coup d'un seul. Comme ça, je suis programmé pour et je serai en action. Mourir en pleine action. Je pense que même si je suis sur une chaise roulante, je ne pourrais pas vivre sans faire des choses. Ça, c'est évident. C'est ni bien ni mal. Hein. C'est un tempérament, c'est une culture, c'est un choix de vie. Le mot de la fin, ça pourrait être que, et vous me demandiez ce que je pourrais léguer, c'est ça. On ne se construit qu'avec les autres. On ne se construit qu'en faisant confiance aux autres. On ne se construit qu'en partageant avec les autres. On ne se construit qu'en construisant avec les autres. J'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages dans ma vie. J'ai fait plein de pays du monde, l'Afrique du Sud, l'Asie, l'Amérique du Sud, voilà. Je l'ai fait toujours avec des amis. Les colonies de vacances, c'était pas fait pour moi. Hein. Voilà. On partait à 4 ou à 6. Et ça a été aussi des moments fabuleux. Vivre avec des gens proches, dans une culture qui n'a rien à voir avec la nôtre. Vivre au fin fond de l'Himalaya, dans un monastère bouddhiste. Voilà, c'est des moments qui enrichissent votre vie. Vous n'y pensez pas quand vous rentrez chez vous, vous reprenez le boulot, vous reprenez le quotidien. Mais vous avez été enrichi par ça. Pas simplement par les moines qu'on a vus au fin fond du Ladakh, mais également par les échanges qui ont lieu avec des proches. Voilà. Donc le mot de la fin, c'est ça, c'est se faire confiance, y croire, partager, échanger et toujours construire, 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 être actif, être actif, être actif. Et vous savez, tout ça, ça se résume dans un seul mot, un seul, aimer. C'est beau. Je ne sais pas, mais Ouais. voilà. Ben, merci beaucoup, Et de Christian, rien. pour ces échanges.